J'ai découvert une caméra cachée, dissimulée dans l'horloge de mon salon, mais les images secrètes ne montraient pas un intrus. Elles montraient mon mari, en train de préparer mes bagages, à minuit. L'horodatage de la caméra affichait minuit 14, lorsque j'ai regardé mon mari plier ma belle robe noire dans une valise, avec plus de soin qu'il n'en avait jamais montré, lorsqu'elle était sur mon corps. Je m'étais attendu à voir les chaussures d'une autre femme, alignées près de notre lit. J'avais répété la phrase que je dirais quand je les trouverais, là. Preuve, enfin, de ce que 15 appels manqués et un téléphone verrouillé laissaient deviner depuis un mois. Au lieu de cela, les images granuleuses provenant de l'intérieur de notre horloge de cheminée, montraient Desmond seul, se déplaçant dans notre chambre, comme un homme cochant les éléments d'une liste. Ma brosse à dents. Mon passeport. Un dossier en papier craft, que je n'avais jamais vu de ma vie, glissé à plat entre deux pulls pliés. Il ne fuyait pas notre mariage. Il construisait quelque chose à laisser derrière lui, à l'intérieur de celui-ci, avec mon nom écrit dessus. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, à 1 heure du matin, avec mon ordinateur portable en équilibre sur mes genoux, repassant les 11 minutes de vidéo en boucle. Jusqu'à ce que les chiffres, dans le coin de l'écran, ne signifient plus rien, et jusqu'à ce que j'ai compté, à 4 reprises, le dossier entrant dans la valise. Je me disais qu'il devait y avoir une explication aussi ordinaire, que celle que je me racontais depuis des mois. Je ne savais pas encore que l'explication avait un nom, un montant en dollars, et 3 jours restants sur une horloge qui n'avait jamais été la mienne à surveiller. Je savais juste que, peu importe ce que c'était, ce n'était pas une liaison. C'était pire, et c'était déjà emballé. J'enseignais la musique à l'école primaire depuis 9 ans, dont les 6 dernières à l'école primaire de Cedar Hollow, où ma plus grande crise, lors d'un mardi normal, était un tambourin cassé, ou un élève de CM1 qui décidait que sa flûte à bec était une arme. Desmond et moi étions mariés depuis 11 ans, et ensemble depuis 13 ans. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais en stage d'enseignement, et qu'il en était à sa 3e année de travail, dans une institution sans glamour, qui offrait des grille-pains pour l'ouverture d'un compte d'épargne, et qui sponsorisait l'équipe de baseball derrière notre ancien appartement. Il avait commencé comme guichetier au moment où nous avons acheté notre maison sur Larkspur-Court, il était responsable des opérations de prêt. Le gars avec le badge, qui lui permettait d'accéder au bureau du fond. Le gars qui rentrait à la maison en sentant le café brûlé, provenant de la machine de la salle de pause, que personne ne détartrait jamais. Il avait toujours géré l'argent. Ce n'était pas une dispute que nous avions déjà eue. C'était simplement la façon dont nous nous étions organisés. De la même manière que certains couples s'accordent, sur qui cuisine et qui fait la vaisselle. Je ramenais à la maison un salaire de professeur, et une boîte à chaussures pleine de cartes de remerciement en Crayola. Desmond ramenait à la maison les paiements hypothécaires, les relevés de retraite, et le sentiment que quelqu'un de compétent dirigeait le navire. Je signais ce qu'il mettait devant moi. Je faisais confiance à l'homme, qui avait un jour conduit 40 minutes dans une tempête de verglas, pour m'apporter de la soupe quand j'avais la grippe. Je me souviens, au début de notre mariage, avoir demandé à être ajoutée comme utilisatrice à part entière sur notre compte d'investissement, au lieu d'être simplement cosignataire, comme une amie au travail me l'avait suggéré, après son propre divorce. Desmond avait ri, sans méchanceté, et m'avait prise dans ses bras. « Reine, tu détesterais gérer tout ça, avait-il dit. Les chiffres te rendent folle. Laisse-moi m'en occuper. C'est mon point fort. Je me souviens m'être sentie reconnaissante, vraiment reconnaissante, d'avoir épousé quelqu'un qui voulait porter ce poids, pour que je n'ai pas à le faire. Il me faudrait 11 ans, enfermé dans une valise verrouillée, pour comprendre que,
Laisser quelqu'un d'autre tout gérer et être soi-même manipulé, n'était pas toujours la même chose. Les signaux d'alarme, avec le recul, arrivaient discrètement depuis des mois. Il avait commencé à emporter son téléphone dans le garage pour parler, la porte fermée, le moteur tournant parfois, sans aucune raison. Il avait arrêté de regarder les matchs de football du dimanche, devant lesquels il avait l'habitude de crier, et avait commencé à les regarder seul, en sourdine, faisant défiler quelque chose sur son ordinateur portable, avec l'écran incliné juste un peu à l'écart de la porte. 2 fois, j'avais trouvé des tickets de loterie grattés dans la voiture. Et 2 fois, il avait dit qu'un type au travail les vendait, comme une blague. Notre compte chèque commun, autrefois d'une prévisibilité ennuyeuse, avait commencé à afficher des retraits, que je ne reconnaissais pas. Des petits montants, 40 par-ci, 60 par-là, jamais assez importants pour s'en disputer. J'avais remarqué tout cela. C'est juste que je n'avais pas fait le lien. Certains mariages se terminent, parce que vous arrêtez de faire attention. Le mien a failli se terminer, parce que je faisais attention à la mauvaise colonne. La première fissure est apparue un mardi après-midi de septembre, 40 minutes avant la cloche de fin des cours. Quand mon téléphone a vibré pour une alerte bancaire, j'ai failli balayer l'écran, sans même lire. Un virement de 180 $ depuis notre compte commun, acheminé vers un numéro de compte, que je ne reconnaissais pas. Je me suis dit que c'était probablement une erreur, un dysfonctionnement, le genre de mail que les banques envoient aux gens, tout le temps. J'ai envoyé par SMS à Desmond une photo de l'alerte, avec un seul point d'interrogation. Il a appelé, avant même que je n'ai posé le téléphone. Sa voix avait cette jovialité trop rapide, qu'il utilisait quand il voulait qu'une conversation soit terminée, avant même d'avoir commencé. La voiture d'un collègue était tombée en panne, a-t-il dit. Un certain Vic Laurent, du service de traitement. Et Desmond lui avait avancé l'argent pour l'essence, ainsi qu'une petite réserve. Jusqu'au jour de paie, parce que le propre programme de prêt d'urgence de la coopérative de crédit mettait trop de temps à être traité. Il le rembourserait. Évidemment. Il aidait toujours les gens comme ça. C'était pratiquement dans sa description de poste. Cela prenait un sens étrange, et je voulais y croire. J'ai laissé couler. Ce soir-là, je me suis dit que ce n'était rien, le genre d'histoire qui ne semblait suspecte, que si vous cherchiez déjà une raison d'être suspicieuse, envers votre propre mari. 3 jours plus tard, par simple curiosité, je me suis connecté au compte depuis mon ordinateur portable, et j'ai retracé moi-même le numéro de routage. Il n'appartenait pas du tout à une coopérative de crédit. Il menait à une petite banque régionale, 2 comtés plus loin, vers un compte qui, selon la recherche de non partagé que proposait l'application de notre banque, n'était enregistré au nom de personne s'appelant à Laurent. Mon estomac s'est noué, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le numéro, et tout à voir avec la facilité, avec laquelle il m'avait menti en plein visage. J'ai remis le sujet sur le tapis ce soir-là, doucement, pendant la vaisselle, en essayant de garder un ton léger. La mâchoire de Desmond s'est crispée, avant même qu'il ne réponde. Il a dit que je lisais mal les informations de routage. Que ces choses étaient redirigées via des chambres de compensation tout le temps, que je ne comprenais pas comment fonctionnaient les transferts ACH, et que lui, si c'était, après tout, son travail. Il l'a dit gentiment, de la manière dont on expliquerait quelque chose à un enfant, et cela a marché exactement aussi bien que d'habitude. J'ai laissé le torchon occuper mes mains pour qu'elles ne tremblent pas, et j'ai laissé tomber. Encore une fois. La deuxième fissure est arrivée, 2 semaines plus tard. Un samedi matin, pendant que Desmond était sous la douche, et que je cherchais un stylo dans son bureau à la maison, pour signer un formulaire de sortie.
Scolaire, j'ai trouvé un bloc-notes jaune, à moitié enfoui sous une pile de vieux relevés. Sur 3 pages entières, encore et encore avec son écriture. Figurait mon nom. Renata Kowalczyk. Renata Kowalczyk. Renata Kowalczyk. Non pas. Signé de la façon dont je le signe. Mon R fait une large boucle, et mon K a un trait dur et plat. Mais c'était proche. Suffisamment proche pour que, si je n'avais pas passé 11 ans à le regarder signer des cartes d'anniversaire, je n'aurais peut-être pas remarqué la différence moi-même. Je me suis dit que les gens gribouillent. Je me suis dit que je l'avais déjà vu s'entraîner à écrire les noms d'autres personnes pour le travail, quand un formulaire avait besoin d'être mis au propre, ou que les pattes de mouche d'un collègue devaient être recopiées pour un dossier. J'ai remis le bloc-notes exactement là où je l'avais trouvé, et j'ai signé le formulaire de sortie avec mon propre stylo. Quand il est descendu, les cheveux encore mouillés, j'ai levé le bloc-notes, avant même de décider si c'était une bonne idée. Qu'est-ce que c'est? Il y a jeté un coup d'œil, pendant moins d'une seconde. De l'entraînement pour un truc de formation, a-t-il dit. Un module de vérification de signature. Il nous oblige à en faire une pile, à chaque cycle de renouvellement. Il a pris le bloc-notes de mes mains, pas brutalement, juste efficacement, de la façon dont il prenait la plupart des choses de mes mains, et l'a posé dans un tiroir. Je l'ai cru pendant exactement le temps qu'il lui a fallu, pour quitter la pièce. Ensuite, je suis resté planté dans la cuisine, avec mon café qui refroidissait, et j'ai pensé à la façon dont une formation à la vérification de signature ne nécessiterait jamais, au grand jamais, qu'il s'entraîne à écrire le nom de sa propre femme. Mes mains tremblaient au moment où j'ai repris le mug. Je n'en ai plus reparlé. Je me suis dit que je choisissais mes batailles. Ce que je faisais en réalité, c'était lui accorder 3 semaines de plus. La 3e fissure est venue de quelqu'un d'autre, complètement différent. La jeune sœur de Desmond, Odalie, qui m'a appelé un mercredi soir avec une voix étrange, désolée, comme si elle se préparait à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Elle m'a dit que leur mère avait mentionné, en passant lors d'un dîner de famille auquel je n'avais pas été invité, que Desmond avait demandé à emprunter sur sa part du petit fonds d'héritage de leur père, celui qui devait rester intact, jusqu'au décès de leur mère. Odalie l'a dit avec précaution, de la manière dont on tendrait à quelqu'un, un objet fragile. J'ai juste pensé que tu devais le savoir, a-t-elle dit. Maman a dit qu'il avait l'air vraiment stressé par l'argent. Ce n'est pas son genre. Je me suis dit que les familles exagéraient les choses, lors des repas de famille, et qu'avoir l'air stressé, selon une belle-mère qui s'inquiétait de tout, n'était pas la même chose qu'une preuve de quoi que ce soit. J'ai remercié Odalie, je lui ai dit que je lui en parlerais, et je ne l'ai pas fait. Pas ça. Je me suis dit que j'en parlerais quand les choses seraient plus calmes. Un dimanche matin qui ne semblait jamais arriver. 2 jours plus tard, je l'ai quand même mentionné, incapable de m'en empêcher, en le formulant de la manière la plus désinvolte possible, pendant que nous remplissions le lave-vaisselle. Les épaules de Desmond se sont crispées, avant même qu'il ne se retourne. Il a dit que sa mère s'inquiétait pour rien, qu'il avait posé des questions sur le fond de manière hypothétique, en cas d'urgence, et qu'Odalie devait arrêter de répéter des moitiés de conversation, qu'elle ne comprenait pas. Il l'a dit assez sèchement, pour que je m'excuse vraiment, d'en avoir parlé, et j'ai passé le reste de la nuit à me demander pourquoi je venais juste de dire, pardon, d'avoir posé à mon propre mari, une question sur notre propre argent. Mes mains ont trouvé le bord du comptoir, et s'y sont agrippées, sans ma permission. Je n'ai plus jamais parlé du coup de fil de sa sœur. Mais j'ai commencé, discrètement, sans le lui dire, à vérifier notre rapport de solvabilité chaque semaine, au lieu d'une fois par an.
De la même façon que vous commenceriez à verrouiller une porte, à laquelle vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. La quatrième fissure est venue de quelque chose d'aussi insignifiant qu'un reçu. Je faisais la lessive, et j'ai sorti un bout de papier froissé de la poche de son jean. Pas un ticket de loterie cette fois, mais un reçu imprimé, d'un endroit appelé le Cobalt Lounge. Horodaté à 23h47. Lors d'une soirée où il m'avait dit qu'il travaillait tard, pour clôturer les rapports de fin de mois. $200, un retrait d'espèces, et des frais de service que je ne comprenais pas. Je me suis dit que le Cobalt Lounge, cela pouvait être n'importe quoi. Un bar, un restaurant de grillade, un endroit où les collègues allaient pour décompresser, après un mauvais trimestre. J'ai fait une recherche, avant de m'autoriser à lui poser la question, et le deuxième résultat de recherche m'a dit tout ce que le premier essayait d'éluder, un salon de paris sportif, en dehors du strip, à 40 minutes de la coopérative de crédit, ouvert jusqu'à 2h du matin. Des retraits d'argent électronique, traités à une borne près de la porte. Ce soir-là, je ne lui ai pas posé la question directement. J'ai fait quelque chose que je trouve encore étrange d'admettre. Je l'ai suivi. Il m'a dit qu'il avait une réunion de préparation tardive, et, au lieu de le croire de la façon dont je l'avais cru pendant 11 ans, j'ai roulé devant le parking de la coopérative de crédit. Le parking était presque entièrement plongé dans l'obscurité. J'ai attendu 40 minutes après qu'il ait quitté la maison, et j'ai continué vers l'autoroute, jusqu'à ce que je trouve sa voiture. Cette même Honda Accord beige que nous avions acheté ensemble, l'année de la naissance de la fille de nos voisins, garée sous l'enseigne bourdonnante du Cobalt Lounge. Je me suis assise dans ma propre voiture, de l'autre côté de la rue, pendant 11 minutes, les mains serrées si fort autour du volant, que mes jointures sont devenues blanches. Avant de m'obliger à rentrer chez moi. Je me suis dit que j'aborderais le sujet calmement. Je me suis dit qu'il devait y avoir une version de cette histoire, où il était là-bas pour le travail, un dîner avec un client, n'importe quoi. Quand il est rentré à minuit 20, ne sentant rien d'autre que ce même café brûlé de la salle de pause, qu'il sentait. Toujours, j'ai demandé comment s'était passée la réunion de préparation de l'audit. Il a répondu que c'était bien, long, ennuyeux, la routine. Et j'ai réalisé, debout dans notre cuisine, la gorge nouée, qu'il n'avait même pas pris la peine d'inventer un mensonge, sur l'endroit où il était réellement, parce qu'il ne savait pas que j'étais déjà au courant. Il pensait que notre mariage était toujours celui où je signais ce qu'il mettait devant moi, sans poser de questions. Je l'ai laissé penser cela un peu plus longtemps. J'avais besoin de savoir jusqu'où cela allait, avant de lui faire savoir que j'avais commencé à creuser. La cinquième fissure n'est pas venue de quelque chose que je cherchais. Elle est venue de Nadia Okonkwo, la secrétaire de la réception de Cedar Hollow. Elle m'a interpellé dans la salle du courrier un jeudi, avec une enveloppe du bureau des ressources humaines du district scolaire à la main, et une expression qui ne me plaisait pas du tout. Ceci est arrivé pour toi, a-t-elle dit, mais c'est grave, Renata. Je pense que tu dois l'ouvrir, avant d'aller donner ton cours de 5e heure. À l'intérieur, se trouvait une lettre d'un organisme de prêt personnel dont je n'avais jamais entendu parler, adressée au service de vérification de la paie du district, leur demandant de confirmer mon emploi et mon salaire, pour un prêt cosigné, d'un montant de $9,400. Mon nom figurait sur la ligne de cosignature. Je n'avais jamais rien signé pour personne, dans une société de crédit de ma vie. Je me suis dit que ce devait être une usurpation d'identité, du type ordinaire, le genre qui arrive à des inconnus aux informations, et qui se règle par un simple coup de téléphone, et un gel du crédit. J'ai appelé le prestataire depuis la salle des professeurs. Pendant ma pause déjeuner.
Mes mains étaient froides autour du téléphone, et je leur ai demandé de me relire la date de la co-signature. Elle datait de 14 mois plus tôt, une date dont je me souvenais clairement, car c'était la semaine où Desmond m'avait demandé de signer, ce qu'il appelait une pile de documents fiduciaires ennuyeux, à la table de la cuisine, sans vraiment regarder quoi que ce soit. Je me suis assise lourdement sur l'horrible canapé orange de la salle de repos. Mon estomac ne s'est pas juste noué cette fois-là. Il est tombé à travers le plancher, à travers les fondations du bâtiment, jusque dans quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom. J'ai pensé au bloc-notes jaune. J'ai pensé au numéro de routage qui ne menait nulle part. J'ai pensé à l'enseigne du Cobalt Lounge, bourdonnant au-dessus de sa voiture garée. Je tenais encore le téléphone contre mon oreille, la musique d'attente du prestataire jouant une sorte de boucle orchestrale nasillarde, quand mon téléphone portable personnel s'est mis à vibrer dans mon autre main, avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif local, sans nom attaché. J'ai failli laisser le répondeur prendre l'appel. Quelque chose m'a poussé à y répondre à la place. La voix d'une femme, vive et professionnelle, a dit « Madame Kowalczyk ?» Mon nom est Naomi Aldrich. Je suis auditrice interne pour la Blue Point Community Crédit Union. Je vous appelle pour vérifier un retrait important, qui a été traité sous votre nom. Je ne le savais pas encore, mais c'était le moment où l'histoire a cessé de tourner autour de mon mariage, pour commencer à tourner autour d'une horloge que je ne pouvais pas voir, un compte à rebours vers un audit, dont j'ignorais l'existence. Naomi Aldrich avait une voix faite pour annoncer de mauvaises nouvelles avec calme, et j'apprendrai plus tard, qu'elle l'avait forgée au cours de 11 années. Dans la conformité des coopératives de crédit, dont les 4 dernières spécialisées dans la fraude interne. Elle a demandé si j'étais au courant d'une autorisation de virement de 41 000 $, traitée sous ma signature, 9 jours plus tôt. Je lui ai dit honnêtement que je n'en avais jamais entendu parler. Il y a eu un silence de son côté, qui m'a indiqué qu'elle me croyait, avant même qu'elle ne le dise à haute voix. Elle m'a demandé si je pouvais venir, non pas dans le hall public de Blue Point, avec ses distributions de grille-pain et sa vitrine de trophées de baseball, mais dans une salle de conférence à l'arrière. Celle avec la porte en verre dépoli, que je n'avais jamais vue que depuis le parking. Lorsque je déposais le déjeuner oublié de Desmond. Je lui ai dit que je pourrais venir vendredi, après la sortie des classes. Elle a répondu que vendredi ferait l'affaire, car le lundi matin, le conseil d'administration de la coopérative de crédit avait programmé son premier audit de conformité surprise depuis 6 ans. Chaque compte, signalé pour activité irrégulière, serait gelé et examiné, dès l'instant où les inspecteurs passeraient la porte. 3 jours. Je l'ai écrit sur le dos de ma main comme une adolescente, au stylo bleu, pour ne pas m'autoriser à l'oublier, au milieu du bruit de tout le reste. J'ai rencontré Naomi le vendredi à 16h15, dans une pièce avec un tableau blanc que personne n'avait effacé après une réunion sans rapport, sur la politique des découverts. Elle a étalé 4 formulaires d'autorisation de virement sur la table, chacun portant une signature qui était, pour un œil non averti, la mienne. Elle n'avait pas un œil non averti. Elle avait passé 4 ans à attraper des gens, qui pensaient qu'une signature ressemblante, était une bonne signature. Elle a souligné, doucement, le trait aplati sur le K, la large boucle sur le R, qui ne correspondait pas tout à fait. La même largeur, la même platitude, que j'avais vu griffonner, 2 douzaines de fois, sur un bloc-notes jaune, dans le bureau de mon mari à la maison. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, a dit Naomi, en glissant les formulaires dans une pochette en plastique transparente, comme si elle pensait déjà à la chaîne de traçabilité. Une fois que je documente cela, comme une faute intentionnelle, au lieu d'une erreur administrative, je dois le signaler à notre conseil d'administration,
et aux inspecteurs de l'État dans les 48 heures. Il n'y a aucune version de cette histoire, où cela reste secret. Je ne veux pas que cela reste secret, ai-je dit, et je le pensais plus fort que je ne l'aurais cru. Naomi m'a dit que les 4 formulaires totalisaient 214 750 $, transférés sur 8 mois en montant suffisamment petit, individuellement, pour éviter de déclencher l'examen automatique des grandes transactions de la coopérative. Elle m'a dit que ce schéma avait un nom. Dans son domaine de travail, le fractionnement. Elle m'a dit prudemment que les registres internes montraient que chacun des transferts avait été traité et approuvé par le même responsable des opérations de prêt. Elle n'a pas dit son nom. Elle n'avait pas à le faire. Je l'ai dit pour elle, et quelque chose dans ma poitrine, qui se tenait ensemble de justesse. Depuis 3 semaines, a finalement cédé. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler, assez longtemps pour tenir le stylo qu'elle m'offrait, pour signer une déclaration. Naomi a fait entrer un collègue que je n'avais pas encore rencontré. L'inspecteur Kwamose, 14 ans au sein de l'unité des crimes financiers du comté, appelé au moment même où l'examen interne de Naomi avait franchi le seuil qui en faisait une affaire criminelle, au lieu d'un problème de ressources humaines. L'inspecteur Osé avait la patience sereine de quelqu'un qui avait regardé une centaine de conjoints s'asseoir sur cette même chaise et apprendre, en l'espace d'une heure, que la personne assise en face d'eux à la table de la cuisine avait été quelqu'un d'autre tout ce temps. Il m'a demandé de lui raconter tout en détail. L'alerte de transfert, le bloc-notes, l'appel téléphonique d'Odali, le reçu du Cobalt Lounge, la lettre des RH. Il n'a rien écrit lui-même, laissant un dictaphone sur la table faire le travail, pendant qu'il observait mon visage au lieu de mes mains. Il m'a dit quelque chose, qui a de nouveau fait basculer le sol. Le service de conformité de Blue Point avait signalé 6 plaintes antérieures contre le département de Desmond, remontant à 3 ans. De petites plaintes, des litiges de membres concernant des fonds manquants, qui avaient chacune individuellement, été résolues comme des erreurs administratives. Empilez les unes sur les autres sur le bureau de l'inspecteur Osé, elle dessinait une forme que personne à la coopérative de crédit n'avait voulu regarder, jusqu'à ce qu'un audit ne leur force la main. Il m'a aussi dit, de cette même voix posée, ce vers quoi il pensait exactement que la co-signature de prêts falsifiés et les autorisations de virement menaient. Et c'était pire que tout ce que je m'étais laissé imaginer, sur le bord de cette baignoire, 3 semaines plus tôt. Si le déficit faisait surface lors de l'audit de lundi, avec une trace papier documentée, pointant vers une épouse qui avait récemment, de façon suspecte, disparu. Ses valises faites, sans laisser de contact, avec une signature sur chaque transaction douteuse, les enquêteurs de Blue Point auraient une histoire toute prête, à remettre aux inspecteurs de l'État. Une histoire qui se terminait avec moi comme fugitive, et Desmond comme le responsable des opérations de prêt, qui, silencieusement, tragiquement, continuait à venir travailler tous les jours. Je suis rentré chez moi ce soir-là en voiture avec la radio éteinte, repassant plutôt les 11 minutes de la caméra de l'horloge dans ma tête. Mon mari n'avait pas fait ses bagages pour me quitter. Il me préparait une sortie, qui n'était pas la mienne. La valise était toujours dans le coffre de sa voiture quand je suis rentré. Garée de travers dans l'allée, comme elle l'était toujours quand il était en retard. J'ai attendu qu'il soit entré pour se doucher. Une habitude, que je comprenais maintenant, tenait moins de l'hygiène, que du besoin de 10 minutes. Privé à la fin de chaque journée. Et j'ai utilisé la clé de rechange, cachée dans le tiroir, pour ouvrir le coffre. La valise était verrouillée, avec un petit cadenas à combinaison, le genre vendu dans n'importe quelle pharmacie, et il m'a fallu 4 tentatives, avec la date de notre anniversaire de mariage, pour l'ouvrir. À l'intérieur, pliée sous ma belle robe noire, se trouvait une enveloppe en papier craft, sans étiquette à l'extérieur,
à l'exception de 3 mots manuscrits, copie grand livre RK. J'ai photographié chaque page avec des mains tremblantes, avant de la remettre. Exactement comme je l'avais trouvée. J'ai verrouillé le cadenas, et j'ai fermé le coffre aussi silencieusement, que 11 années de mariage m'avaient appris à fermer les choses. 3 formulaires d'autorisation de virement, avec ma signature falsifiée de 3 manières différentes, comme s'il l'avait peaufiné. Un total en dollars qui correspondait, presque exactement, au chiffre de Naomi. Et en dessous de tout cela, l'itinéraire imprimé pour un billet de bus aller. Simple, départ le dimanche soir, destination une ville à 4 états de là. 1. Billet à mon nom, pour un voyage dont je n'avais jamais discuté, que je n'avais jamais voulu, et que je n'aurais jamais, de ma propre initiative, entrepris. J'ai envoyé les photographies sur l'email de l'inspecteur Osé depuis ma voiture, avant même d'avoir allumé le moteur. Mon téléphone a vibré en retour. Dans les 10 minutes, un message me demandant d'apporter l'enveloppe physique le dimanche. Une fois qu'il aurait pu s'organiser avec le docteur Farah Linkist, une experte certifiée en documents médico-légaux, forte de 19 ans d'expérience dans la comparaison de signatures falsifiées à leurs véritables auteurs. Elle devait comparer les pages d'entraînement du bloc-notes aux autorisations de virement. Avant que l'audit de lundi n'ouvre ses portes. Le samedi matin me donnait moins de 24 heures, avant que le plan de Desmond, et l'audit de Naomi ne se heurte de plein fouet. Et quelque part dans ces 24 heures, je devais décider de quel côté de la collision je me tiendrais. Si je le confrontais, si je l'asseyais pour lui dire ce que je savais, lui montrer les photographies, lui demander en face, pourquoi mon nom était sur un billet de bus. Aller simple, dont il n'avait jamais parlé. Il aurait tout le reste du samedi. Et tout le dimanche, pour détruire ce que je ne pourrais pas récupérer. L'enveloppe, le bloc-notes, et tout ce qui pouvait bien traîner dans un tiroir. De bureau de la coopérative, avec mon nom falsifié dessus. 11 années de mariage m'avaient appris, exactement à quel point mon mari pouvait être efficace, quand il avait besoin que quelque chose disparaisse, rapidement et discrètement. Si je ne disais rien, si je laissais les billets de bus du dimanche soir reposer là, dans le coffre, comme une bombe avec un minuteur que je ne pouvais pas lire, je n'avais aucune garantie, que l'enquête de l'inspecteur Osé avancerait assez vite, pour arrêter ce qui viendrait ensuite. Naomi avait été claire sur une chose. Une fois l'audit ouvert, le lundi matin, et le déficit apparu sur papier, l'histoire s'écrirait d'elle-même, avec ou sans moi dans la pièce pour la contester. Une femme disparue, une piste de documents falsifiés, un mari laissé derrière pour faire son deuil, et pour continuer à travailler, dans l'institution même, qu'il saignait à blanc, en silence, depuis 3 ans. J'ai donné mon cours de musique de 5e heure ce vendredi-là, les mains glacées autour d'un jeu de bâtons de rythme, les distribuant à des enfants de 8 ans, tandis que mon esprit repassait, les mêmes 4 minutes de vidéo en boucle, derrière mes yeux. Une fille nommée Odessa m'a demandé si j'allais bien. Parce que j'avais allumé le métronome 3 fois, sans remarquer qu'il fonctionnait déjà. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. Mes genoux n'ont pas complètement cessé de trembler, jusqu'à ce que le dernier bus quitte le parking, cet après-midi-là. Mes mains n'ont pas non plus cessé de trembler, de tout le samedi matin. J'ai préparé du café que je n'ai pas bu. J'ai regardé Desmond manger ses céréales en face de moi, à notre table de cuisine, calme, ordinaire, me demandant si je voulais du chinois ou du thaï pour le dîner. Et j'ai compris, pour la première fois, que je regardais un homme qui avait déjà décidé, quelque part au cours des 8 derniers mois, que ma disparition était un coup acceptable pour sa survie. Ma gorge s'est nouée si fort autour du mot « bien » que je n'étais pas sûr qu'il m'ait même entendu le dire. J'ai appelé l'inspecteur Osé depuis le parking de l'école à 11 heures du matin. Moteur tournant, les 2 mains serrées autour du volant pour les empêcher de trembler. Je lui ai parlé du billet de bus.
Je lui ai dit que Desmond avait recommencé à agir bizarrement, la nuit précédente. Un appel téléphonique dans le garage, porte fermée, la voix basse, les mots, répétition générale, et, juste. Demain soir, filtrant par l'interstice sous la porte, avant qu'il ne remarque qu'elle était ouverte. L'inspecteur osait m'a posé une question, qui a fait chuter mon estomac plus brutalement, que tout ce que Naomi, l'enveloppe, ou le bloc-notes jaune avaient réussi à faire, en 3 semaines combinées. Vous a-t-il demandé d'être à un endroit précis demain soir? Je ne le lui avais pas encore dit. Desmond l'avait mentionné ce matin-là, presque comme une réflexion après coup. En beurrant ses toasts sans lever les yeux. Son cousin recevait du monde le dimanche soir, un petit événement, rien de formel, et il pensait que je devrais y aller sans lui, puisqu'il avait encore sa préparation d'audit à terminer au bureau. Il avait même proposé de déposer mon sac de voyage près de la porte, pour que je n'aie pas à faire mes bagages dans la précipitation. Je me suis assise dans ce parking avec le téléphone contre l'oreille, et j'ai compris tout d'un coup, exactement à quoi le dimanche soir était censé ressembler de l'extérieur. Moi, parti chez un cousin qui n'existait peut-être même pas. Un sac fait et déjà en mouvement. Un mari seul au bureau, terminant tranquillement ce qu'il avait à terminer, avant un audit qui trouverait une piste de documents, pointant vers une épouse que personne ne pourrait joindre. Pour l'interroger. L'inspecteur osait m'a demandé si je pouvais lui procurer l'enveloppe physique avant le dimanche soir, et si je me faisais confiance pour agir normalement. Autour de Desmond, pendant encore une journée, le temps que son équipe termine de se préparer. Je lui ai dit oui aux 2 questions, avec une voix plus assurée que je ne le ressentais. Ce que je ne lui ai pas dit, ce que je me suis à peine laissé penser, assise là avec mes mains enfin immobiles sur le volant, c'est le choix que j'avais déjà fait, au moment où Desmond avait mentionné qu'il déposerait lui-même mon sac, près de la porte. Le dimanche soir, Desmond a frappé à la porte de la salle de bain à 18h40, et m'a dit à travers le bois, qu'il avait déjà chargé mon sac de voyage dans son coffre, pour que je n'ai pas à le porter moi-même. Il avait même ajouté mon chargeur, a-t-il dit, parce que je l'oubliais toujours. Je l'ai remercié à travers la porte, d'une voix que j'avais pratiquée 2 fois devant le miroir. Et j'ai écouté ses pas redescendre les escaliers. J'ai compté jusqu'à 60, avant de prendre mon téléphone, et d'envoyer à l'inspecteur oser un seul mot. Maintenant. Ce que je n'avais pas dit à Desmond, ce que j'avais passé tout mon samedi à organiser, lors d'appels téléphoniques prudents et discrets, entre la sortie de l'école et le dîner, c'était que j'avais déjà remis à l'inspecteur Osei les pages photographiées, les minutes de vidéo de la caméra de l'horloge, et une déclaration sous serment, 2 jours plus tôt. Le docteur linguiste avait comparé les signatures à l'arche bouclée au trait plat, figurant sur les autorisations de virement, à 3 pages de tentatives d'entraînement, tirées du propre bloc-notes de Desmond. Elle les avait fait correspondre, avec une marge qu'elle décrivait, dans le rapport qu'elle a déposé. Par la suite, comme étant fonctionnellement certaine. Naomi Aldrich avait gelé les comptes signalés, sous sa propre autorité, au moment où la correspondance médico-légale était revenue, 12 heures avant l'audit prévu de lundi, afin qu'il ne reste plus rien, que quiconque puisse tranquillement finir de déplacer. J'ai entendu les voitures avant de les voir. 3 d'entre elles, sans sirène, s'arrêtant le long de l'Arc-Pur-Court avec leurs phares éteints, de la façon dont je n'avais imaginé cela se produire, qu'à la télévision. J'étais toujours debout en haut des escaliers, quand Desmond a ouvert la porte d'entrée, avec mon sac de voyage dans une main, et ses clés de voiture dans l'autre. Il parlait déjà, expliquant déjà à celui qui l'attendait sur le porche que sa femme était juste un peu en retard. Ce n'était pas un voisin. L'inspecteur Osei se tenait sur notre paillasson, avec 2 agents en uniforme derrière lui, et Naomi Aldrich quelques pas plus en arrière sur l'allée, les bras croisés contre le froid.
Il regardait le visage de mon mari changer en temps réel, alors qu'il comprenait exactement qui se tenait sur notre Porsche, et exactement ce qui se trouvait dans le coffre de sa propre voiture. Il a prononcé mon nom 2 fois. Il l'a dit de la façon dont il avait l'habitude de le dire, quand il voulait qu'une conversation soit terminée avant même d'avoir commencé. Reine, reine, voyons. Et pendant une longue seconde, j'ai failli laisser 11 années de cette voix l'emporter. Puis, l'inspecteur osait lui a demandé, d'une voix égale, de s'éloigner du véhicule, et lui a lu ses droits sur ce même Porsche, où nous avions sculpté une citrouille ensemble, chaque mois d'octobre pendant une décennie. Plus rien de la douceur de la voix de Desmond n'avait d'importance. Ils ont trouvé l'enveloppe exactement là où je l'avais laissée, exactement là où les photographies correspondaient, enfermées à l'intérieur de ma propre valise. Dans son coffre, aux côtés d'un billet de bus aller simple, daté de cette nuit-là. Le rapport du docteur Linkiste sur la comparaison des signatures, et les journaux de transaction de Naomi, ont rejoint le même dossier de preuve que les autorisations de virement, des pièces à conviction à jusqu'à F, au moment où le bureau du procureur a terminé de les cataloguer. Le comté a inculpé Desmond, 11 jours plus tard, pour fraude électronique, falsification, et 3 chefs d'accusation de détournement de fonds, d'une institution financière assurée par le gouvernement fédéral. La caution a été fixée à 75 000 $, un montant que son propre avocat de la défense, selon le chroniqueur judiciaire du journal local, a qualifié d'élevé pour une première infraction, et que le juge a qualifié d'approprié, pour un homme qui avait essayé de piéger sa propre femme pour cela. Le conseil d'administration de Blue Point l'a licencié dans la semaine, et a renvoyé l'affaire aux régulateurs bancaires de l'État, qui ont ouvert une procédure pour lui interdire définitivement de travailler à nouveau dans une institution financière à charte fédérale. Le rapport de l'inspecteur, lorsqu'il est devenu un document public, a utilisé une expression qui m'a marqué plus longtemps que presque tout le reste dans toute cette épreuve, un schéma documenté, sur 3 ans, de fractionnement des fonds des membres, pour dissimuler des pertes de jeu personnels, s'intensifiant un plan visant à impliquer faussement un conjoint. Fractionnement. Le mot de Naomi, désormais imprimé dans un rapport officiel, avec le nom de mon mari qui y était attaché. Naomi Aldrich a fait une déclaration formelle corroborant tout ce que j'avais trouvé, la chronologie, les comptes gelés, la correspondance médico-légale et le bureau du procureur. M'a blanchi de toute implication, par écrit, au cours de cette même semaine. Une lettre que je garde toujours, pliée au fond d'un tiroir de cuisine, là où j'avais l'habitude de garder les choses, auxquelles je ne voulais pas trop penser. Mon directeur d'école n'a jamais sourcillé, concernant ma licence d'enseignement. Les élèves de CM2 de Cedar Hollow ont retrouvé leur professeur de musique, le lundi suivant. Avec les yeux un peu cernés, et un peu plus silencieuse que d'habitude. Desmond avait toujours dit aux gens, lors des dîners, à la table de Noël de sa propre mère, qu'il gérait les finances pour que je n'aie à m'inquiéter de rien. À la fin, c'est moi qui ai tout géré. L'appel téléphonique à l'inspecteur osait. Les photographies prises avec des mains tremblantes, la déclaration que j'ai faite, sans qu'il sache jamais que je l'avais faite. Il avait construit un plan entier, sur l'hypothèse que j'étais toujours la femme qui signait tout ce qu'il mettait devant elle. Il a oublié, ou n'a jamais remarqué, que j'avais cessé de l'être, 3 semaines. Et une caméra d'horloge plus tôt. 8 mois plus tard, j'ai vendu les derniers meubles, qui sentaient encore notre ancienne maison, et j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre, à 3 pâtés de maison de Cedar Hollow, assez près. Pour aller au travail à pied, les matins où je voulais 10 minutes de calme supplémentaire. Desmond a accepté un accord de plaidé coupable, qui lui a évité un procès, et l'a envoyé dans un établissement pénitentiaire d'État pour 6 ans, avec une ordonnance de restitution fixée à 214 750 $, un chiffre que je n'avais
plus besoin que quiconque m'explique. J'ai toujours l'horloge de cheminée. Elle repose sur une étagère dans mon nouveau salon, débranchée, la minuscule caméra. L'intérieur retiré depuis longtemps. Et certaines nuits, je la regarde, de là. Façon dont on regarderait une vieille photographie, de quelqu'un à qui l'on faisait autrefois, une confiance absolue. Je n'en ai plus besoin pour surveiller quoi que ce soit. Je n'ai simplement pas encore trouvé, de raison assez valable, de la jeter.